Vous avez été trompé. Dès le tout premier cours d'histoire à l'école, on vous a inculqué un mensonge dont l'ampleur est tout simplement impossible à saisir pour une personne ordinaire. On nous dit que le 19e siècle est l'ère de la vapeur, du charbon et des premières tentatives maladroites de l'humanité pour bâtir une société industrielle. On nous dépeint des images où des ouvriers sales, armés de pioches et de pelles, créent des chefs-d'œuvre qu'il est extrêmement difficile de reproduire, même aujourd'hui, avec nos lasers, nos grues et notre modélisation informatique. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait tant de métal à une époque où, selon la version officielle, le principal moyen de transport était une charrette tirée par un cheval? Regardez attentivement les photographies de la fin du 19e siècle. Que voyez-vous? Des ponts grandioses, des gares gigantesques aux voûtes ajourées, des bâtiments à ossature et, bien sûr, les joyaux de cette absurde technologique. Le Crystal Palace à Londres et la Tour Eiffel à Paris. Les historiens affirment d'un air impassible que tout cela a été conçu sur papier, à la lueur des bougies, puis coulé et assemblé à la main par des ouvriers semi-analphabètes en un temps record. Mais il suffit de prendre en main une calculatrice et un manuel de métallurgie pour que la version officielle commence à craquer de toutes parts, révélant un vide effrayant. Commençons notre enquête par un ouvrage que l'on qualifie de merveille de l'époque victorienne. Le Crystal Palace à Londres, prétendument construit en 1851. On nous dit que cette gigantesque structure de verre et de fonte fut érigée en quelques mois seulement. Pensez un instant à ces chiffres. La surface du pavillon d'exposition dépassait les 90 000 mètres carrés. La longueur du bâtiment, 564 mètres. Sa hauteur, 33 mètres. Et tout cela, selon les manuels, a été construit par un jardinier, Joseph Paxton. Un jardinier. Un homme qui, auparavant, construisait des serres, conçoit soudain un bâtiment qui exige des calculs d'ingénierie du niveau de la résistance des matériaux modernes. Mais le plus effrayant ne réside pas dans la personne de l'architecte, mais dans les matériaux. La construction a nécessité 4500 tonnes de fonte et de structures en fer. Et ce n'est que l'ossature. Ajoutez à cela 300 000 feuilles de verre fabriquées à la main. L'histoire officielle affirme que toutes les pièces nécessaires ont été fabriquées dans différentes usines à travers la Grande-Bretagne, acheminées à Hyde Park et assemblées comme un jeu de construction. Cela semble plausible, jusqu'à ce que nous commencions à calculer. 4500 tonnes de métal. Au milieu du 19e siècle, la métallurgie, comme on nous le dit, n'en était qu'à ses balbutiements. Pour obtenir une telle quantité de fonte pure et de qualité pour les structures porteuses, il fallait traiter des dizaines de milliers de tonnes de minerais et brûler des montagnes de charbon. Où sont ces carrières? Où sont ces gigantesques hauts fourneaux capables de produire une telle qualité et à un tel rythme? Si vous examinez les statistiques de production de fonte de l'époque, vous constaterez que toute l'industrie britannique aurait dû travailler exclusivement pour ce palais, arrêtant la production de rails, de machines-outils et d'armes. Mais admettons qu'il l'ait coulé. Comment l'ont-ils acheminé? Les chemins de fer en 1850 avaient une capacité de transport dérisoire. Le principal transport de marchandises était les charrettes tirées par des animaux. Imaginez la logistique. Des milliers de charrettes chargées de poutres de plusieurs tonnes rampent sur les routes boueuses d'Angleterre vers le centre de Londres. Cela aurait dû être un effondrement logistique qui aurait paralysé la capitale pendant 1 an. Mais dans les journaux de l'époque, c'est le silence. Aucune mention d'un enfer de transport. Le palais a simplement poussé, comme un champignon après la pluie. Et c'est là que nous abordons la question principale, la qualité de la coulée. Regardez les anciennes photos ou gravures des intérieurs du Crystal Palace. Ce ne sont pas de simples poutres brutes. C'est une fonte élégante, artistique, des pièces unifiées qui s'ajustent parfaitement les unes aux autres. De nos jours, pour atteindre une telle précision en production de masse, on utilise des machines à commande numérique. Et on nous dit qu'au XIXe siècle, alors que la standardisation était à ses balbutiements,
des milliers d'ouvriers différents dans différentes usines fabriquaient des pièces qui, lors de l'assemblage, s'ajustaient au millimètre près? C'est technologiquement impossible pour le niveau de développement qu'on nous attribue. Soit ils possédaient des technologies dont on ne nous parle pas, soit le Crystal Palace est l'héritage d'une autre civilisation qui a simplement été déterrée, restaurée et présentée comme leur propre réussite. Rappelez-vous ce qui est arrivé à ce palais. Il a brûlé. Il a été réduit en cendres en 1936. Un bâtiment de fer et de verre a brûlé comme une boîte d'allumettes. La fonte ne brûle pas. Le verre fond à des températures énormes. Pour détruire une telle machinerie, il faut une température comparable à celle d'un four industriel. Ou s'agissait-il d'une démolition intentionnelle, pour masquer les traces de technologie que nous n'étions pas censés voir? Et maintenant, transportons-nous en France, en 1889. La Tour Eiffel. Symbole de Paris ou monument à notre cécité? On nous dit que Gustave Eiffel l'a construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Le poids de la structure métallique est de 7300 tonnes. Le poids total est de plus de 10 000 tonnes. 7000 tonnes de fer puddlé. Savez-vous ce qu'est le fer puddlé? C'est un métal obtenu par brassage manuel de la fonte en fusion dans un four, afin de brûler le carbone. Manuel. Imaginez ce travail d'enfer. Pour obtenir 7000 tonnes de fer de haute qualité par le procédé de puddlage, il faut des armées d'ouvriers qui, jour et nuit, remuent le métal en fusion avec des barres à mine. C'est un travail forcé et inefficace. Avec une telle méthode, il est impossible d'obtenir une homogénéité du matériau. Chaque lot de métal différera par sa composition chimique et sa résistance. Mais la Tour Eiffel tient. Elle est assemblée à partir de 18 038 pièces métalliques, fixées par 2,5 millions de rivets. 2,5 millions de rivets. Comprenez-vous ce que cela signifie? Chaque rivet doit être chauffé au rouge, inséré dans le trou et riveté à coups de marteau avant qu'il ne refroidisse. Cela doit être fait en hauteur, dans le vent, avec une précision d'orfèvre. Si les trous ne coïncident pas d'1 millimètre, la structure ne s'assemblera pas. L'histoire officielle affirme que les trous étaient percés à l'avance en usine. C'est-à-dire que les ingénieurs d'Eiffel ont calculé les 18 000 pièces au dixième de millimètre près, sans jamais se tromper? Sans ordinateur, sans télémètre laser, en utilisant des règles à calcul et des dessins sur papier? C'est statistiquement impossible. Avec un tel volume de travail manuel et des méthodes de production primitives, le pourcentage de défauts aurait dû être colossal. La tour aurait dû être tordue, bancale, nécessitant des ajustements constants sur place. Mais elle est parfaite. Elle est si parfaite en termes d'aérodynamisme et de répartition des charges que même les ingénieurs modernes sont étonnés de sa stabilité. D'où venait ce métal? À la fin du XIXe siècle, la France traversait des périodes difficiles. Conséquences de guerre, crise économique. Et soudain, l'État dépense une quantité folle de ressources stratégiques, du fer de haute qualité, pour, en substance, une tour inutile pour une exposition? Où est la logique? Où est la justification économique? On nous dit que c'est une démonstration de puissance. Mais cela ressemble plus à l'utilisation d'une ressource prête à l'emploi, obtenue gratuitement. Il existe une version selon laquelle Eiffel n'a pas construit la tour à partir de zéro. Il aurait pu être impliqué dans sa reconstruction ou son assemblage à partir d'éléments préfabriqués, trouvés dans les entrepôts d'une époque antérieure, plus développée. Ou bien la tour elle-même est le squelette d'un ancien dispositif technique, dont le revêtement et l'équipement interne ont été retirés, ne laissant que l'ossature, présentée comme un chef-d'œuvre architectural. Regardez les photos de la construction de la tour. Elles sont étranges. On y voit des blocs géants déjà prêts, qui sont soulevés par des grues incompréhensibles. On voit un petit nombre d'ouvriers. Où sont les foules de gens? Où sont les montagnes de copeaux, de débris, de pièces défectueuses? Le chantier semble stérile.
Cela ressemble plus à l'installation de décors qu'à une construction lourde. Nous sommes confrontés à une impasse technologique. D'un côté, les chiffres et les dates officielles que l'on nous martèle. De l'autre, les lois de la physique, de la chimie et de la logistique qui crient qu'il était impossible de produire, de livrer et d'assembler de tels volumes de métal au XIXe siècle en utilisant les technologies déclarées. Quelqu'un joue aux bonnettes avec nous, substituant à l'histoire réelle un beau conte de fées sur le progrès technique. Mais s'ils n'ont pas pu le construire, qui l'a fait? Et surtout, quand? Les réponses à ces questions bouleverseront votre perception de la réalité. Approfondissons les chiffres qui détruisent le château de cartes de l'histoire officielle et examinons la situation démographique de l'époque. C'est un point clé que les historiens évitent soigneusement ou noient sous des montagnes de statistiques insensées. On nous parle de révolution industrielle, de croissance explosive des villes, de foules d'ouvriers prenant d'assaut les usines. Mais les mathématiques sont une chose obstinée et cruelle. Pour produire des milliers de tonnes de métal, il ne suffit pas de construire un four. Il faut une infrastructure colossale et surtout des personnes qualifiées. Jetez un œil aux données réelles sur la population de l'Europe et de l'Amérique au milieu du XIXe siècle. Nous constatons des lacunes et des incohérences étranges. Les villes sur les photographies de l'époque semblent étrangement désertes. Les immenses avenues de Saint-Pétersbourg, Paris, Washington, bordées de bâtiments majestueux, sont absolument désertes. Où sont tous ces millions d'habitants? Où sont ces ouvriers qui auraient construit ces structures cyclopéennes? On nous explique cela par la longue exposition des vieux appareils photo, disant que les objets en mouvement ne se sont tout simplement pas imprimés. Mais c'est une faible excuse. Avec une exposition de plusieurs minutes, les ombres auraient dû rester. Les rues auraient dû être floues par les flux de mouvement. Mais nous voyons un pavé propre et mort. Il existe une théorie fondée selon laquelle le XIXe siècle est une période de récupération après une catastrophe mondiale. Ce même cataclysme que les chercheurs alternatifs appellent le déluge de boue ou la grande réinitialisation. L'humanité a été ramenée en arrière. La population adulte et qualifiée manquait cruellement. Rappelez-vous le phénomène des soi-disant trains d'orphelins aux États-Unis et la curieuse mode des enfants ramoneurs et des enfants mineurs en Europe. D'où venaient des millions d'enfants abandonnés? Où étaient leurs parents? Et c'est dans ce monde où les hommes adultes manquent, où les chaînes logistiques sont brisées, où les survivants tentent de s'organiser au milieu des ruines, qu'on nous annonce la construction du Crystal Palace et de la Tour Eiffel. Qui se tenait devant les hauts fourneaux? Des enfants? Ou une poignée d'artisans survivants qui ont miraculeusement conservé les secrets de la métallurgie? La production d'un tel volume d'acier et de fonte nécessite des milliers de métallurgistes, d'ingénieurs, de chimistes expérimentés. Il faut des décennies pour les former. Dans les conditions post-apocalyptiques du XIXe siècle, il était tout simplement impossible de les trouver. Parlons maintenant de l'énergie. C'est le fondement sans lequel toute métallurgie n'est qu'une fantaisie. Pour fondre une tonne de fonte avec les technologies de l'époque, il fallait brûler plusieurs tonnes de charbon de bois ou de coke. Multipliez cela par les dizaines de milliers de tonnes de métal nécessaires à la construction de ponts, de gares, de ces mêmes palais et tours. Cela signifie que l'Europe aurait dû être chauve. Les forêts auraient dû être rasées. Les mines de charbon auraient dû fonctionner à la limite de leur capacité physique, produisant des millions de tonnes de combustible. Mais regardons les cartes et les rapports des services forestiers. Les forêts sont en place. Les volumes d'extraction de charbon augmentent, mais ils ne correspondent absolument pas aux appétits qui auraient été nécessaires pour le boom de la construction annoncé. Le bilan énergétique ne correspond pas. D'où tirait-on l'énergie pour la fusion? La version officielle est silencieuse, ou murmure quelque chose sur l'efficacité des nouveaux fours. Mais les lois de la thermodynamique ne peuvent être trompées. Soit on extrayait 100 fois plus de charbon, et nous ne savons pas où, soit le métal n'était pas fondu
avec du charbon. Il existe une possibilité effrayante, que toute cette industrie métallurgique du 19e siècle soit une fiction, un écran de fumée. Les énormes usines que l'on nous montre sur les gravures pourraient avoir été de simples lieux de refonte, ou ce qui est encore plus probable, des entrepôts de produits finis d'une civilisation précédente. Imaginez que vous ayez trouvé un entrepôt géant de poutres en I, de tuyaux et de tôles de revêtement, laissés par ceux qui vivaient ici avant nous. Vous n'avez pas besoin d'extraire le minerai, vous n'avez pas besoin de brûler la forêt. Vous prenez simplement ce qui est prêt, l'adaptez un peu à vos besoins et le présentez comme votre propre invention. Cela explique pourquoi la qualité du métal dans les anciennes constructions surpasse souvent les équivalents modernes. Cela explique l'absence de terrils de scorie, qui aurait dû être de la taille de montagne si la production avait commencé à partir de zéro. Nous vivons sur les ruines de géants. Nous utilisons leurs cuillères et leurs fourchettes et nous appelons fièrement cela l'industrialisation. Le bond technologique du 19e siècle a été trop brusque, trop artificiel. En 50 ans, l'humanité aurait prétendument passé de la chandelle à l'électricité et au gratte-ciel. En biologie et en sociologie, de tels sauts sont impossibles sans intervention extérieure ou sans l'utilisation d'une base déjà prête. Nous regardons les grilles ajourées des anciens ponts, les structures rivetées complexes et ne comprenons pas l'essentiel. Ce n'est pas seulement du fer. Ce sont des éléments d'un système global, unique, dont nous avons oublié la fonction. Le Crystal Palace et la Tour Eiffel ne sont pas des pavillons d'exposition. Leur forme, leur structure, leurs matériaux suggèrent une fonction purement technique et fonctionnelle. Peut-être s'agissait-il de stations de transmission d'énergie, d'électricité atmosphérique dont les chercheurs de la Tartarie parlent tant. Et le métal, pour eux, n'a pas été coulé par des jardiniers et des constructeurs de ponts. Il a été prélevé dans des réserves qui ont miraculeusement survécu à la catastrophe. Maintenant, redescendons sur Terre et examinons les détails qui crient littéralement à la falsification. Les ingénieurs et les mécaniciens me comprendront à demi-mot. Il s'agira des normes et de l'unification. Avez-vous déjà essayé de visser une vis soviétique dans un écrou importé moderne? Très probablement, vous n'y parviendrez pas en raison de la différence de pas de vis. Et maintenant, transportons-nous au 19e siècle. On nous dit que la Tour Eiffel et le Crystal Palace ont été assemblés à partir de millions de pièces produites par différents sous-traitants. À cette époque, un système de normes unifiées ne faisait que naître. La norme Whitworth pour le filetage n'a été adoptée en Grande-Bretagne qu'en 1841 et son implémentation a pris des décennies. En France et dans d'autres pays, c'était le chaos total. Chaque usine, chaque atelier avait ses propres gabarits, ses propres pouces et ses propres pieds. Et dans ce chaos, on nous demande de croire que des milliers de tonnes de structures métalliques, fabriquées dans différents ateliers, ont été acheminées sur le chantier et qu'elles se sont parfaitement ajustées les unes aux autres. Les trous ont coïncidé, les boulons sont entrés comme dans du beurre, les poutres se sont jointes sans interstice. C'est un absurde technique. Même aujourd'hui, avec des ordinateurs et un contrôle laser, les grands chantiers rencontrent constamment des problèmes de non-concordance des éléments. À l'époque, avec une production manuelle et l'absence de normes métrologiques unifiées, l'assemblage de la Tour Eiffel aurait dû se transformer en un cauchemar sans fin de limem et de marteaux. Mais sur les photos, nous voyons des lignes parfaitement droites. Cela ne signifie qu'une chose. Les pièces étaient fabriquées sur un complexe de production unique, de haute technologie, qui fonctionnait selon des normes unifiées et strictes. Un complexe qui n'existe tout simplement pas dans l'histoire officielle du 19e siècle. Où sont passés les moules de fonderie? C'est une autre question qui laisse les historiens perplexes. Pour couler une pièce complexe en fonte, il faut un moule. Pour les éléments décoratifs et les nœuds uniques du Crystal Palace, il fallait des milliers de moules complexes. C'est un énorme volume d'outillage de modèles. Où sont-ils? Dans les musées, on nous montre quelques caisses en bois.
Mais pour une production d'une telle ampleur, il aurait fallu des hangars remplis de moules. Ils n'existent pas. Comme si les pièces n'avaient pas été coulées, mais matérialisées à partir de l'air, ou plus probablement, prélevées toutes faites dans les entrepôts de cette civilisation effacée. Faites attention aux soi-disant expositions universelles. Londres, Paris, Chicago, Philadelphie. Le scénario est toujours le même. En un temps incroyablement court, des complexes gigantesques de pierre et de métal sont construits, impressionnants par leur grandeur et leur architecture antique. On nous dit que ce sont des pavillons temporaires faits de plâtre et de bâtons. Mais regardez les photographies des ruines après les incendies ou les démolitions. On y voit des armatures puissantes, des murs en briques solides et des charpentes en acier. Pourquoi construire des bâtiments permanents pour une seule saison, pour ensuite les démolir? C'est un suicide économique. Il existe une hypothèse effrayante, selon laquelle les expositions universelles n'étaient pas une démonstration de réalisation, mais une opération de couverture. Les autorités découvraient des villes-usines antiques intactes, les clôturaient, y apposaient une pancarte « Exposition », puis les détruisaient ou les reconstruisaient méthodiquement, les présentant comme leur propre création. L'exposition de Chicago de 1893 en est le plus brillant exemple. La ville blanche, brillant d'électricité, avec des trottoirs roulants et une architecture incroyable. On nous dit que tout cela a été construit en quelques années avec des lattes et du plâtre. Le croyez-vous? En regardant les colonnades et les dômes qui n'ont rien à envier au Panthéon romain? Et puis, après la clôture de l'exposition, d'étranges incendies détruisent ces constructions temporaires. Très pratique. Pas de bâtiment, pas de possibilité d'expertiser les matériaux. Le feu efface tout. Nous voyons ici la signature d'un nettoyage global. Ce ne sont pas seulement des bâtiments qui ont été détruits, ce sont des preuves qui ont été anéanties. Des preuves que nous ne sommes pas la première civilisation développée sur cette terre, mais peut-être des descendants dégénérés ou des colons arrivés sur un terrain déjà préparé. Un autre fait troublant, la profondeur des fondations. Lorsque les constructeurs modernes tentent de reconstruire des bâtiments de cette époque ou d'en construire de nouveaux à proximité, ils tombent souvent sur des étages s'enfonçant profondément sous terre. Le musée polytechnique de Moscou, des bâtiments à Paris et à Londres, ils ont tous des étages complets sous terre, avec des fenêtres et des portes. Les historiens marmonnent sur la couche culturelle. Quelle couche culturelle peut enfouir les premiers étages de bâtiments de 3 à 4 mètres en 100 ans? Ce n'est pas la poussière des chaussures des passants. Ce sont les traces d'un déluge catastrophique, d'une coulée de boue qui a recouvert les villes de glaise et de saleté. Et c'est de cette boue que dépassaient les sommets de ces mêmes structures métalliques que nous connaissons sous le nom de gares et de pavillons d'exposition. Nos ancêtres, ces mêmes hommes en chapeau haute forme et avec des cannes, les ont simplement déterrés, nettoyés, ont installé de nouvelles vitres et ont appelé cela le triomphe de l'ingénierie du XIXe siècle. Ils se sont appropriés un héritage étranger, car eux-mêmes n'auraient pas pu produire même le centième de ce métal et de cette pierre. Nous vivons dans des décors non construits par nous, et nous utilisons des technologies dont nous ne comprenons pas entièrement le principe de fonctionnement, réduisant tout à la combustion primitive du charbon et du pétrole. Nous abordons la partie la plus effrayante de notre enquête, celle qui donne des frissons. Si l'on admet qu'il était techniquement et logistiquement impossible de construire ces gigantesques structures métalliques au XIXe siècle, la question inévitable se pose. Quelle était leur véritable fonction? L'histoire officielle nous raconte des contes de fées selon lesquels la Tour Eiffel n'est qu'une arche d'entrée pour une exposition et le Crystal Palace une grande serre. Mais regardons ces objets avec les yeux d'un ingénieur en énergie et non d'un touriste. Devant nous se trouvent des circuits conducteurs géants. Le métal utilisé dans ces constructions
possède des propriétés étranges que nous commençons seulement à redécouvrir. Il existe une théorie tout à fait fondée selon laquelle toute cette architecture de fer et de cuivre faisait partie d'un réseau mondial d'extraction d'électricité atmosphérique, ou comme on l'appelait autrefois, d'éther. Regardez la flèche de la tour Eiffel. C'est un parafoudre classique. Toute la structure fonctionne comme une antenne géante, s'enracinant profondément dans le sol, où, comme nous l'avons découvert, sont cachées les véritables fondations et les étages techniques. Les autorités de l'époque, ces mêmes usurpateurs qui ont pris le contrôle du monde après la catastrophe, comprenaient parfaitement ce qu'elles avaient devant elles. Mais ce dont elles avaient besoin, ce n'était pas de l'électricité gratuite, accessible à tous partout sur la planète. Elles avaient besoin de pouvoir et de contrôle. L'énergie gratuite rend l'homme libre. Et l'énergie qu'il faut vendre, charbon, pétrole, gaz, rend l'homme esclave. C'est pourquoi nous voyons cet étrange paradoxe de la fin du XIXe siècle. Alors que des tours éthériques, et peut-être encore fonctionnelles, étaient en place, on a commencé à nous imposer des moteurs à combustion interne primitifs et une production d'électricité sale au charbon. Ce fut le plus grand sabotage de l'histoire de l'humanité. Pour nous forcer à payer pour la lumière et la chaleur, il fallait détruire l'ancienne infrastructure d'énergie gratuite. C'est pourquoi le Crystal Palace a brûlé. C'est pourquoi de magnifiques pavillons d'exposition ont été démolis en Amérique. Ce n'était pas la démolition de logements vétustes, c'était un nettoyage d'épreuves. Ils détruisaient des technologies qui auraient pu transformer notre vie en paradis et nous enfermaient dans une impasse technologique basée sur la combustion des ressources. Nikola Tesla n'a rien inventé de nouveau. Il a simplement eu accès aux connaissances préservées de cette époque, a tenté de les faire revivre et a été immédiatement détruit par des élites financières comme Morgan, qui ne voulaient pas d'énergie gratuite pour le peuple. Mais il y a un secret encore plus sombre lié à cette période. Où ont-ils trouvé les gens pour servir cette nouvelle économie de l'esclavage? Nous avons déjà parlé du vide des villes sur les anciennes photos. Mais ensuite, il y a une explosion démographique qui défie toute explication logique. La population de la Terre commence à croître de manière exponentielle, malgré l'insalubrité, les maladies et les guerres. D'où sont venus ces millions de nouveaux citoyens? Rappelez-vous le phénomène des incubateurs. À la fin du XIXe siècle, dans toutes les grandes expositions, à côté des merveilles de la technologie, des enfants étaient exposés dans des incubateurs. On nous dit que c'était pour sauver les bébés prématurés. Mais l'ampleur de ce phénomène est effrayante. C'étaient des pavillons entiers remplis de bébés sans parents. Il existe une version macabre selon laquelle, après le cataclysme mondial qui a détruit la majeure partie de la population adulte, les nouveaux maîtres du monde ont lancé un programme de restauration artificielle de la population. Ces trains d'orphelins, qui sillonnaient les États-Unis et distribuaient des centaines de milliers d'enfants d'origine inconnue dans les fermes, sont les maillons d'une même chaîne. Nous avons été élevés à nouveau. Nous avons été installés dans des villes vides, laissées par la civilisation précédente. On nous a donné des pelles et des pioches et envoyé extraire du charbon afin que nous ne posions pas de questions inutiles. Nous sommes une civilisation cargo. Nous vivons dans des maisons que nous ne savons pas construire. Nous marchons sur des ponts dont nous avons oublié le principe de fonctionnement. Nous adorons des carcasses de fer, les considérant comme des monuments culturels, alors qu'en réalité, ce sont des générateurs de vie déconnectés. Pensez aux dates. 1812, 1850, les incendies de Moscou, de Washington, les grands incendies dans les villes américaines. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des étapes de guerre et de nettoyage. L'ancien monde, avec son harmonie du métal et de la pierre, avec son énergie éthérique, a été détruit. Sur ces décombres a été construit notre monde, un monde de suie, de pétrole et de mensonges. La tour Eiffel se dresse comme une pierre tombale sur la tombe d'une grande civilisation. Et nous, comme des touristes,
Prenons des selfies devant notre propre mémoire perdue, sans même soupçonner que ce tas de métal aurait pu éclairer tout Paris gratuitement, si seulement nous savions comment actionner l'interrupteur.